Bonsoir à tous, merci à vous de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro de votre émission Santé 10. Ce soir, nous avons choisi un thème et bien sûr des professionnels de santé comme à l'accoutumée pour vous parler de ce thème. Nous avons choisi de vous parler du personnel infirmier et du diabète. Tout de suite, place aux invités. Le personnel infirmier et le diabète. Pour nous en parler ce soir, le docteur Christelle Adolphe. Bonsoir docteur. Merci d'être là. Je vais rappeler que vous êtes coordonnatrice médicale de la mission Santé Diabète Guadeloupe au GIPRASPEG. Juste à côté de vous, nous avons la présidente de l'association des diabétiques de Guadeloupe, Madame Marguerite Cancel. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais préciser que vous êtes aussi infirmière retraitée. Tout à fait. Et que vous êtes aussi diabétique. C'est exact. Voilà. Nous disons bonsoir à Yasmine Irep, qui est, elle, infirmière à domicile. Bonsoir Yasmine. Bonsoir. Ça va? Tout va bien? Oui, ça va. Et juste à côté de vous, une personne qu'on prend énormément plaisir à recevoir ce soir, puisque c'est la première fois que nous la recevons, c'est Madame Catherine Valmorin-Alexis. Vous êtes infirmière en éducation thérapeutique au service diabétologie au CHU de la Guadeloupe. Alors, on a dit beaucoup de choses, mais tout à l'heure, vous allez nous expliquer exactement qu'est-ce que c'est qu'être infirmière en éducation thérapeutique. Mais juste avant, chers téléspectateurs, je vous propose qu'on puisse retourner du côté du docteur Adolphe. Première chose, on a dit que vous êtes coordonnatrice médicale à la mission Santé Diabète Guadeloupe au GIPRASPEG. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le GIPRASPEG, un petit rappel rapidement. D'accord, donc le GIPRASPEG, c'est un groupement d'intérêt public, c'est une structure qui porte des réseaux de santé et des actions santé publique en Guadeloupe et qui est aussi la structure support de ce qu'on appelle la plateforme territoriale d'appui, qui est une structure de soutien et de coordination donc qui vient en aide aux professionnels de santé du territoire et aux patients aussi, notamment les patients dits en situation complexe. Et puis on rappelle qu'on ne va pas au GIPRASPEG, mais qu'on appelle le GIPRASPEG. C'est-à-dire que quand on a besoin de vous, on n'a pas besoin de se déplacer parce que vous ne recevez pas du monde. En revanche, vous êtes toujours disponible au téléphone pour renseigner tout un chacun. Effectivement, donc c'est une structure qui peut orienter les personnes, les professionnels et accompagner, mais qui est aussi porteuse en fait de programmes d'éducation thérapeutique, donc pour le diabète, mais sur d'autres thématiques comme l'asthme, l'obésité et d'autres encore, d'autres pathologies. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec une question toute simple, mais je pense que la réponse intéresse plus d'un. Qu'est-ce que le diabète ? Oui, c'est vrai que c'est toujours utile de le rappeler, même si on le dit souvent. Donc le diabète, c'est une maladie chronique qui malheureusement commence bien souvent dans le silence. Et c'est pour ça qu'on ne cessera jamais d'en parler pour vraiment alerter la population. C'est une maladie qui se caractérise par une hyperglycémie chronique, c'est-à-dire un excès de sucre dans le sang de façon chronique, c'est-à-dire sur plusieurs prélèvements sanguins, moins 2, espacés d'au moins 15 jours. Donc cet excès de sucre dans le sang est dû soit à un dysfonctionnement ou un défaut de production d'une hormone qui est naturellement produite par le corps, qui s'appelle l'insuline. Voilà. Donc, docteur, quels sont les premiers signes, quels sont les symptômes ? Eh bien, c'est bien ce que je disais, c'est-à-dire que malheureusement, au tout début de l'évolution de la maladie, il n'y en a pas. Et on peut se sentir tout à fait bien et être déjà diabétique. C'est pour ça que c'est important de consulter régulièrement. De vérifier. Voilà, quand on a des facteurs, ce qu'on appelle des facteurs de risque, de prédisposition, notamment des personnes diabétiques dans la famille, un excès de poids. Voilà, aussi quand on a plus de 40 ans, c'est recommandé de se faire suivre. Mais effectivement, quand arrivent les signes, la plupart du temps, c'est que le diabète a déjà bien avancé. Et donc, ces signes qui peuvent alerter d'une décompensation du diabète, c'est un amaigrissement,
une soif importante, le fait d'uriner aussi fréquemment Souvent. et abondamment, oui, tout à fait. Et puis, grande fatigue, un amaigrissement, oui, vraiment un affaiblissement de l'état général. Ça, ce sont des signes de décompensation. Ça veut dire que là, on est sur un diabète qui est en train de progresser et qui est déjà à un stade important. Comment diagnostique-t-on cette maladie? Alors, très simplement, le diabète se diagnostique par un prélèvement sanguin, une prise de sang. Une glycémie à jeun supérieure à 1,26 g sur 2 prélèvements différents, ou alors une glycémie supérieure à 2 grammes si on n'est pas à jeun, à n'importe quel moment de la journée. Donc, c'est important la notion d'avoir des prélèvements espacés pour bien statuer sur le fait qu'on est dans la chronicité. Voilà. Alors, naturellement, je précise que si on est dans la situation où il y a déjà les signes de décompensation dont on a parlé tout à l'heure, on n'a pas besoin de répéter le prélèvement. On sait qu'on est dans un diabète déjà bien installé. On va revenir tout à l'heure avec vous parce qu'on a envie de savoir qu'est-ce qui cause le diabète, ou alors quelles sont les causes. J'aimerais aussi vous demander, est-ce qu'il est vrai qu'il existe un diabète plus dangereux qu'un autre? Donc, on nous parle de diabète de type 1, de type 2. Alors, on aimerait bien comprendre toutes ces choses. On va revenir tout à l'heure dessus, puisque j'aimerais que Madame Cancel, Marguerite, présidente de l'association des diabétiques de Guadeloupe, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes infirmière à la retraite, vous êtes vous-même diabétique. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'association? Alors, l'association des diabétiques de la Guadeloupe, elle a été fondée en 1983, alors que j'étais moi-même infirmière dans le service de diabétologie. Alors, nous étions, on va dire, très touchés par le nombre de personnes diabétiques qui arrivaient avec des complications dans un état, on va dire, assez grave, où le nombre de personnes diabétiques qui arrivaient. Et nous sommes dit au sein du service qu'il fallait faire quelque chose pour parler de cette maladie, pour la faire connaître, non seulement par le grand public, mais par informer, sensibiliser les responsables au niveau de la santé, les responsables au niveau régional, pour qu'on sache que le diabète, c'est quelque chose de très important et qu'il y en a de plus en plus en Guadeloupe. Et donc, nous avons donc créé cette association en 1983. Les objectifs, c'est de prévenir, faire de la prévention primaire, mais aussi secondaire, faire de l'accompagnement, se déplacer, aller vers le public, mener des actions de proximité de manière à informer le tout public, informer le diabétique, parce que c'est une maladie qui était très mal connue à cette période où j'étais encore en service. Et donc, il était pour nous important de dédramatiser et de permettre aux gens de comprendre comment ils devaient s'organiser pour apprendre à vivre avec cette maladie qui ne guérissait pas. Madame Cancel, qui peut y adhérer à cette association? Pas seulement les diabétiques, mais aussi la famille, puisque les proches en souffrent souvent. Tout à fait. Alors, il est vrai que la personne qui est touchée par le diabète adhère à l'association parce que nous leur apportons certaines choses, mais la famille, les amis ou toute personne qui est intéressée par la maladie, toute personne qui veut soutenir l'association dans ses missions, peut adhérer à l'association. L'association travaille en parallèle avec les professionnels de santé? Tout à fait, tout à fait. Nous travaillons en partenariat avec le réseau diabète. Nous sommes au Diprasberg et nous travaillons ensemble. Une grande famille. Une grande famille. On va tout à l'heure revenir, Madame Cancel, sur la partie des professionnels de santé qui ne travaillent plus, qui sont justement à la retraite comme vous et qui souhaitent vous rejoindre. Et vous allez tout à l'heure leur expliquer comment faire et est-ce qu'ils seraient les bienvenus. Moi, je sais déjà qui vont être les bienvenus. On va dire bonsoir à nouveau à Yasmine Irep, infirmière à domicile. On rentre, j'ai envie de dire, en profondeur dans le vif du sujet, puisqu'on a dit qu'on parlait du personnel
personnel infirmier et du diabète. Vous êtes infirmière à domicile. Déjà, une petite présentation du métier d'infirmière à domicile et particulièrement de la prise en charge du patient diabétique. Alors, bonsoir. Donc, une infirmière à domicile a un rôle qui consiste à un rôle de surveillance, tout d'abord, du patient diabétique, par ses passages, la surveillance de ses constantes, et un rôle de prévention également pour éviter toutes les complications liées au diabète. Et on a aussi un rôle très important de coordination avec les médecins et les différents acteurs de santé qui gravitent autour du patient, notamment les kinés, les différents réseaux également, les podologues. Donc voilà, on a un rôle important au niveau de la prise en charge du patient diabétique. Mais justement, parlons-en un petit peu plus en profondeur du quotidien du diabétique. Oui. Donc le quotidien du diabétique est effectivement rythmé par nos passages quotidiens, des fois pluriquotidiens. Ça peut être le matin, c'est souvent le matin à jeun, donc très tôt, généralement avant 8 heures. Ensuite, on peut avoir un passage le midi, le soir, c'est généralement avant chaque repas. On peut expliquer pourquoi? Pourquoi le matin tôt et pourquoi avant chaque repas? Oui, alors le matin tôt, c'est important pour que le patient n'ait pas mangé avant d'avoir fait sa glycémie et que les résultats soient fiables. Pour un bon dosage de l'insuline en fonction des chiffres de la glycémie à jeun. Donc vous passez le matin pour faire l'examen, voilà, pour prendre le niveau du sucre. Voilà, le taux de sucre dans le sang, tout simplement. D'accord. Voilà. Donc ça se fait le matin déjà très tôt, avant de manger. Oui, tout à fait. Et en fonction aussi de la gravité du déséquilibre du patient diabétique, on peut être amené à passer le midi avant le repas et également avant le dîner. Voilà. Donc selon la pathologie, enfin la pathologie non, mais selon l'importance du diabète du patient, docteur Adolphe, l'infirmière a donc cette obligation de passer plusieurs fois. Alors, je parlais plus de profil de patient que de gravité, parce que vous m'avez déjà un peu posé la question, donc je réponds peut-être avant l'heure. Quand on dit est-ce qu'il y a des diabètes plus graves que d'autres, est-ce que le fait d'avoir un diabète avec plusieurs injections d'insuline par jour, ça veut dire que mon diabète est plus grave que quelqu'un qui n'aurait pas d'injection ou qui n'en aurait qu'une? C'est pas vraiment dans ce sens-là qu'on pourrait expliquer ça. En fait, pour revenir aux deux types de diabète, donc on a le plus fréquent et celui qui est le plus connu, c'est le diabète de type 2. Le diabète de type 2, qu'on appelait avant le diabète de l'âge mûr, c'est un diabète qui correspond plus à un défaut d'utilisation de l'insuline, mais qui continue à être fabriqué par le corps. Donc dans ce diabète-là, c'est là dont tout à l'heure je vous disais, c'est un diabète qui arrive de façon silencieuse et qui s'installe progressivement avec malheureusement les complications qui peuvent annoncer la maladie. Donc elle apparaît déjà au stade de complication. Donc le diabète de type 2 concerne à peu près, en tout cas plus de 90%, disons 92% des personnes diabétiques. Ensuite, on a le diabète de type 1, qui est un diabète qu'on trouve plus chez les personnes plus jeunes, parfois même chez les enfants, et qui, là, c'est un peu une physiologie différente, c'est-à-dire que ça survient dans un contexte différent. Et là, c'est le pancréas qui, assez brutalement, se met à ne plus fabriquer d'insuline. Et là, on a d'emblée besoin d'insuline. Voilà. Et donc, pour toute sa vie. Ce qui ne veut pas dire que le diabète est plus grave, ce qui ne veut pas dire qu'on aura plus de complications. C'est juste qu'effectivement, les personnes diabétiques de type 1 sont d'emblée sous insuline, et ça pour toute leur vie. Voilà. Dans l'association Madame Cancep, vous avez souvent des personnes qui vous interrogent sur ce type d'explication, les types de diabète, ça correspond à quoi, à quel niveau? Tout à fait. C'est souvent que nous avons ce genre de questions parce que au sein de l'association, nous avons un service d'écoute
Et les personnes, quand on découvre leur diabète, souvent ils font appel à nous pour nous dire que voilà, j'ai été dépisté diabétique, mais je ne connais pas la maladie, je voudrais en savoir plus. On m'a dit qu'il faut faire attention à ce que je mange, il faut faire de l'activité physique, mais je suis perturbée. Donc, souvent, nous avons ce genre de personnes, de patients qui nous appellent. Et nous avons l'écoute téléphonique, mais nous avons en présentiel aussi. Et nous organisons aussi des groupes de parole pour les personnes diabétiques, avec ou sans leurs parents. C'est ouvert à toute personne qui souhaite s'informer et échanger sur le sujet. Voilà. Et c'est l'une des premières questions qu'on nous pose. C'est quoi ce diabète-là? Pourquoi je l'ai? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait qu'il ne fallait pas faire? Ou mon diabète, je suis diabétique parce que j'ai divorcé, ou je suis diabétique parce que j'ai perdu ma mère est décédée, c'est ça qui m'a donné le diabète. Donc, nous sommes là justement pour porter la bonne information et pour pouvoir les rassurer. Mais au sein des groupes de rencontres, ils partagent les informations et ils se rendent compte qu'ils ne sont pas les seuls à se poser des questions. Et ils s'encouragent. Et nous sommes là un petit peu pour veiller à tout ça, à la bonne marche du groupe. Et souvent, c'est avec le réseau diabète, avec le JPRASPER, que nous partageons les informations. Parce qu'ils pratiquent l'éducation thérapeutique. Donc, nos patients... nous faisons un échange de patients. Très bien, très très bien. On va tout de suite partir du côté de Madame Catherine Valmorin-Alexis. Je vous rappelle, chers téléspectateurs, qu'elle est infirmière en éducation thérapeutique au service diabétologie au CHU de la Guadeloupe. Madame Valmorin, qu'est-ce qu'une infirmière en éducation thérapeutique? L'infirmière en éducation thérapeutique, c'est d'abord une infirmière qui aura, on va dire, qui va se former à l'éducation thérapeutique. Donc, qui va avoir un outil supplémentaire pour lui permettre de mieux appréhender les besoins du patient et lui permettre de répondre de façon plus efficiente aux propositions justement d'éducation qui lui sont proposées. Et je reviens un petit peu sur ce que disait docteur Adolphe et Madame Cancel. Justement, la problématique du diabète, c'est une maladie silencieuse qui évolue à bas bruit et il est très difficile pour le patient justement de pouvoir se soigner alors qu'il n'y a pas de signe. Et ça, et de se soigner aujourd'hui pour protéger demain. Ça, c'est des choses qui sont difficiles à mettre en place. Et donc, ma formation d'infirmière, certes, elle m'a facilité le fait de pouvoir déjà, comment dirais-je, aborder le patient d'un point de vue relationnel, puisque dans notre rôle propre, on est amené il y a une partie éducation qu'on a appris un petit peu, ça fait partie de notre rôle d'éduquer le patient, mais ça ne suffisait pas en termes de bagage par rapport à la maladie chronique. Vous allez tout à l'heure entrer vraiment dans le vif du sujet, nous expliquer vraiment votre rôle avec vos patients, mais juste avant, vous êtes l'une à côté de l'autre. Alors, Madame Irep, donc infirmière à domicile, vous êtes en milieu hospitalier. On a bien compris. Quand on demande c'est quoi vraiment la différence, on va pas dire ben oui, là on soigne le patient à domicile et l'autre il est hospitalisé. Ce que je veux vraiment savoir, c'est en fait les fonctions ne changent pas vraiment, mais en même temps, il y a des choses qui changent. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer? Parce que je suppose qu'en milieu hospitalier aussi, on prend effectivement le niveau du sucre traditionnellement le matin tôt, avant le petit déjeuner. Enfin, je veux dire, ce que nous a expliqué Yasmine, ça se fait aussi de votre côté. Mais il y a quand même une différence entre l'infirmière à domicile qui soigne le patient diabétique et l'infirmière en milieu hospitalier. Oui, tout à fait, parce que, on a posé la question tout de suite de quelle était, comment on était infirmière d'éducation, mais juste pour expliquer, effectivement, moi, je travaille en milieu hospitalier, par conséquent, je fais partie d'une équipe. Et donc, on travaille au sein de mon équipe, on est dans un service spécialisé dans la prise en charge du diabète.
Donc, pluridisciplinarité, puisque nous avons, on est entouré de médecins spécialisés dans la prise en charge du diabète, diabétologues, endocrinologues. On a des diététiciens, nous avons des infirmières certaines qui sont formées à l'éducation thérapeutique, d'autres dans la pathologie du diabète. Et puis on est entouré d'aides-soignants, de patients, de personnel qui vont être chargés de l'hygiène de l'environnement. Donc nous sommes tout plein à gravir dans un même espace autour du patient. Donc ça fait un petit peu la différence avec l'infirmière à domicile. Qui s'occupe un petit peu de tout, hein, Yasmine, j'ai envie de dire, qui joue un peu le rôle de toute l'équipe, un petit peu, et puis qui devient rapidement aussi un membre de la famille, carrément, puisque souvent le patient va se confier à son infirmière qui vient chaque jour, peut-être même un peu plus qu'à sa propre famille. On va en parler tout à l'heure. Juste avant, Madame Valmorin, je voudrais qu'on rentre un petit peu dans le rôle de l'infirmière en éducation thérapeutique. On a expliqué ce que c'était, mais vraiment parler du rôle et puis nous dire un petit peu l'intérêt de l'éducation thérapeutique. Alors, d'abord, l'intérêt de l'éducation thérapeutique. Donc, comme on l'a vu, la pathologie qui est prise en charge, l'éducation thérapeutique, on va dire qu'elle répond quelque part. C'est un outil qui va permettre justement de répondre un petit peu aux impératifs que demande la prise en charge de la pathologie chronique, notamment dans le diabète. Mais comme on le disait, c'est une maladie silencieuse qui demande au patient de s'impliquer. Et pour s'impliquer, le patient a besoin de comprendre comment, qu'est-ce qu'il y aura à mettre en place, pourquoi il faudra le mettre en place, et puis à quoi ça va servir. Donc on va dire que l'intérêt de l'éducation thérapeutique, c'est justement de permettre au patient de participer à sa prise en charge, d'être, comme on dit souvent, acteur de sa prise en charge, parce qu'il va devoir mettre en place le suivi de sa maladie, faire réaliser des changements dans son mode de vie, et ce n'est pas toujours très simple à mettre en place. Donc on va lui demander pas mal d'impératifs, justement pour éviter que la maladie ne continue d'évoluer, alors que lui-même n'a pas forcément, il y a toujours un écart entre l'image qu'il a de sa santé, ce qu'il peut percevoir de sa santé, et finalement la vraie réalité. Alors, l'éducation thérapeutique pour tous les patients diabétiques ou pour certains? Pour qui? Pour quels patients? Alors, l'éducation thérapeutique, elle s'adresse à tous les patients qui sont porteurs d'une pathologie chronique. Et donc, elle peut être réalisée à tout moment, aussi bien en début, au moment où la pathologie est découverte, ou en cours lors d'une... ça peut être elle est mise en place, elle peut être mise en place à tout moment de la prise en charge du patient diabétique. Alors tout à l'heure, on va revenir avec vous sur qui peut proposer certaines choses, par exemple les massages aux patients, qui peut diriger le patient. On va en parler tout à l'heure. Juste avant, je vais me retourner vers le docteur Adolphe, puisque le 14 novembre, ce sera la journée mondiale. Et j'imagine bien que ce soit l'association, que ce soit le GIPRASPEG, en fait, toute l'équipe, puisque vous travaillez tous ensemble, de près ou de loin, mais vous travaillez tous ensemble. Je pense qu'il va y avoir un programme, qu'il va y avoir des plans un peu d'information en direction de tout un chacun. Comment ça va se passer? Alors, donc c'est vrai que le contexte sanitaire nous a fait bousculer un petit peu nos habitudes de grandes réunions avec des dépistages comme on a l'habitude de faire. Donc, il y a de cela 2 semaines, Madame Cancel, on s'est rencontrés à l'occasion d'un webinaire qui a été organisé par l'association des diabétiques, donc auquel on a participé, le réseau diabète, donc qui était l'occasion de donner de l'information. Donc le thème choisi était le diabète et l'hypertension artérielle, un mariage détonnant, parce que l'association entre ces 2 pathologies chroniques malheureusement est fréquente.
Et donc, on n'a pas organisé cette année de rassemblement pour faire venir des gens, mais on travaille sur une campagne vidéo qui va être diffusée en lien avec cette journée mondiale du diabète pour cette année. Voilà. Très bien, et je suppose que c'est un travail qui va se faire en collaboration avec l'association, Madame Cancel. Tout à fait. Et est-ce qu'au niveau de l'association, vous avez prévu autre chose? Alors, effectivement, au niveau de l'association, nous avons quand même voulu rester sur le thème sur lequel on a débattu il y a quelque temps, quand l'hypertension et le diabète se marient, ce que ça peut entraîner, mais surtout quand ils croisent sur leur route la COVID-19. Donc, nous allons, comme la dernière fois, sur la plateforme Zoom, avoir des invités pour en parler, des médecins, des spécialistes, psychologues, parce qu'on sait que ça a causé de gros dégâts, ce virus-là. Et donc, on a voulu un petit peu aller au plus profond des choses pour permettre aux gens de donner la parole aux personnes diabétiques et qu'on puisse les aider à ressurgir, à se relever, à rebondir. Une transition qui est toute faite, Madame Valmorin, justement, je voulais savoir, est-ce que dans cette période de Covid, est-ce que là aussi l'infirmière, le rôle que vous avez, l'infirmière voilà, d'éducation thérapeutique, est-ce que dans votre rôle, il y a aussi ce côté information? Par exemple, en ce moment, il y a ce virus, le Covid. Est-ce que là aussi, il y a un travail à faire? Est-ce que vous aussi, ça implique votre rôle pour pouvoir discuter, faire passer le message aux patients? Oui, tout à fait, parce que justement, dans la connaissance de sa maladie, l'un des messages justement en lien avec ce qui se passe sur l'environnement, c'est de faire le lien entre diabète et tout type d'infection. Donc, auparavant, on fait parler l'expérience du patient. Souvent, le patient diabétique, il n'est pas que diabétique. Il peut être diabétique et puis un jour avoir la grippe. Et donc, faire le lien entre infection et diabète, comment ça peut déséquilibrer son diabète. Et donc, souvent, dans cette période justement de Covid, où c'est le diabétique, il est un patient, justement, c'est un patient qui est fragile. Et donc, il va lui être demandé déjà de prendre toutes les précautions, les gestes de barrière, bien sûr, d'éviter, tant qu'il peut rester, on va dire, entre-temps, confiné, ça, de ne pas s'exposer. Et puis, surtout, dès qu'il va, c'est la période où justement prendra sens tout ce qu'il aura effectivement intégré dans la prise en charge de sa maladie. Ça veut dire que s'il a un moyen de se contrôler plus souvent, pour qu'au moins, à la moindre alerte, qu'il soit en mesure de prendre, de prendre rendez-vous avec son médecin, faire un bilan s'il y a lieu, pour qu'effectivement les choses soient prises à temps. Donc notre message justement il est préventif, et puis message d'alerte, faire le lien entre la maladie et les conséquences que ça peut avoir. Parce que nous effectivement, puisqu'on a remarqué que lors du premier confinement, beaucoup de patients atteints de maladies chroniques avaient tardé avant soit on avait des gens perdus de vue, comme on dit, et qui avaient retardé la prise en charge. Et la conséquence a été beaucoup plus d'incidence par rapport à des conséquences beaucoup plus importantes par la suite. Donc je pense que ça a été un petit peu observé par tous. Ça fait justement partie des recommandations de l'HAS, dans notre rôle de prévention, de vérifier, d'être plus attentif au niveau des patients diabétiques à l'équilibre de leur glycémie, parce que ce sont des patients avec plus de facteurs de risque de développer des formes graves s'ils sont atteints de Covid. Donc ça aussi, ça fait partie de notre rôle de prévention, d'être attentif. Malheureusement, au début de la gestion de la crise, c'était un peu compliqué entre le confinement. Il y a des patients qui ont eu peur, qui nous ont demandé de rester chez vous, ne venez pas, etc. Donc après le temps d'adaptation, qu'on puisse s'organiser, avoir le matériel nécessaire pour nous protéger et rassurer, protéger nos patients et les rassurer. Donc effectivement, il y a eu un petit temps de latence qui a effectivement causé des déséquilibres assez graves au niveau de la population. Mais c'est mieux géré maintenant.
Alors, moi, j'ai envie de vous dire, hein, à vous quatre, qu'il y a un travail assez conséquent que vous faites tous dans le domaine sur la prévention, mais sur la situation d'urgence, docteur Adolphe aussi, sur la situation d'urgence. Alors, c'est-à-dire que les deux messages forts, ils sont passés, hein. Le premier message très important, c'est ne décrochez pas de votre suivi. Vous devez continuer à assurer votre suivi, à voir votre médecin traitant ou votre diabétologue de façon régulière, à prendre vos traitements. Parce que même là, hein, effectivement, si on a attendu la dernière minute, effectivement, que les médicaments soient finis, qu'on se dit que ça va être compliqué d'aller chez le médecin pour faire renouveler, etc. Donc vraiment, ça, c'est un message important. La première cause de problème, avant même le Covid, c'est la maladie en elle-même qui n'attend pas que le Covid soit là pour évoluer. Donc prenez soin de vous, continuez votre suivi. Et le deuxième message, c'est effectivement, c'est une situation, cette maladie chronique comme l'obésité et d'autres maladies chroniques qui vous positionne dans une situation de fragilité. Donc évidemment, les mesures barrières et voilà, une attention par rapport à ça, sans pour autant, je pense que le message des psychologues est là aussi, sans pour autant plonger dans la psychose et puis partir dans un isolement complet qui pourrait aussi avoir des effets délétères sur la maladie, puisque sur le stress, sur d'autres choses comme ça. Donc voilà, il faut mesure garder, mettre en place les choses, mais ne pas non plus s'enfermer voilà, sous prétexte qu'il y a du Covid. Madame Cancel, justement pendant cette période de confinement qu'on a eu, maintenant durant cette période de crise qui continue, l'association est très sollicitée. Les diabétiques sont inquiets. Alors, pendant la période de confinement, il est vrai que nous recevions beaucoup d'appels. Je n'ai pas fait, j'ai mon contrôle à faire au laboratoire. Est-ce que je peux m'y rendre? Est-ce que je dois appeler mon médecin pour repousser? J'ai rendez-vous avec mon médecin. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je peux sortir? C'est vrai que les gens étaient très inquiets. Nous avons, de notre essayé de les diriger, de leur dire justement qu'il ne faut en aucun cas arrêter le traitement, ne pas relever les médicaments. Allez, vous avez vos contrôles à faire, faites-les. Vous avez votre médecin, allez à vos rendez-vous ou appelez le médecin, il vous dira. Non, mais c'est vrai que les gens étaient très inquiets. Nous avons reçu beaucoup d'appels pendant le confinement. Après le confinement, ça a commencé à aller mieux. Et puis maintenant, les gens, ils fonctionnent mieux, ça commence à aller mieux, mais ils sont toujours un petit peu inquiets. D'autant plus parce qu'on ne sait pas où on va. Ils nous disent, oui, mais on ne sait pas. On nous dit que le virus a diminué et puis ça repart. Je pense que... et d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons dit que nous avons proposé de maintenir le thème et de dire quand l'hypertension et le diabète se marient et qu'ils croisent sur leur route la COVID-19. Donc ça, c'est tout... Hein, ça reflète tout l'état, on va dire, psychologique des gens et que nous voulons un petit peu, sur lequel nous voulons un petit peu travailler, débattre. Madame Marguerite Cancel, on l'a dit tout à l'heure que vous êtes infirmière retraitée. En offrant vos services comme ça dans cette association, vous avez un petit peu l'impression d'être toujours en service. Mais je n'ai jamais quitté le service, on va dire. Même le service, Madame Valmorin pour vous le dire, nous sommes souvent en contact. Hein. Nous avons, on va dire que le cordon ombilical n'a pas été coupé. Je continue à apprécier ce que je fais, continue à prendre plaisir à aider, à accompagner les autres. Puisque je suis moi-même touchée par la maladie, je sais ce que c'est. Et je sais que des fois, il y a des coups, il y a des moments où on n'a pas envie, où on n'est pas bien. Et c'est justement pour ça que, comme j'ai un vécu avec la maladie, et j'ai reçu une formation, j'ai appris comment accompagner les gens. Et donc, je me mets au service de ces personnes. Vous, en tant que diabétique, cette fois-ci, comment avez-vous vécu cette période de confinement et comment vivez-vous cette période de crise?
Alors, la période de confinement, il faut dire que je l'ai très bien vécue. Ça m'a permis de me calmer un petit peu, puisque je suis un petit peu partout, et c'est ce que mes parents m'ont dit. Bon, ça t'a permis de te reposer. Ça m'a permis de prendre du plaisir à m'alimenter. Hein, et puisque dans ma famille, à partir du moment, il faut dire, pour reprendre un petit peu l'histoire, je savais depuis assez jeune que je pourrais développer un diabète, puisque des deux côtés de mes parents, du côté maman et papa, il y avait des personnes diabétiques qui étaient touchées par le diabète, presque toute la famille. Et à l'arrivée de mon chef de service, là où je travaillais, mon gynéco m'a dit, parce que j'avais des examens qui étaient un petit peu pas fiables. Voilà, vous travaillez dans le service à orientation diabète, et puis vous voyez avec votre chef de service. On a donc fait un bilan, et il m'a dit, l'épée de Damoclès est là. Donc j'ai mis en exerce, j'ai mis en pratique les conseils que je donnais moi-même aux personnes. Et donc, j'ai eu une grande période, on va parler de rémission, où je suis restée plus de 20 ans avant que le diabète ne se déclare. Donc, j'étais plus ou moins préparée. Et donc, ma période de confinement, je l'ai bien vécue. J'ai pris du plaisir à cuisiner, à donner des conseils. Et à s'alimenter sainement. Sainement, voilà. Voilà. On va parler tout à l'heure d'alimentation. Madame Valmorin, justement, hein, j'ai envie de dire que la transition est toute faite pour parler psychologiquement du patient. Quand on doit apprendre à quelqu'un qu'il est diabétique, ce n'est pas chose évidente. Et je sais aussi bien pour l'infirmière en milieu hospitalier que pour l'infirmière à domicile, ça reste quelque chose d'assez compliqué, même si vous allez me répondre, mais c'est le médecin qui annonce cette nouvelle, mais c'est vous qui prenez la suite. Comment ça se passe? Alors d'abord Madame Valmorin et puis ensuite Yasmine. Effectivement, l'annonce du diagnostic, c'est quelque chose qui va un petit peu, on va dire que le patient le prend comme un coup de massue. Hein. Parce que ça bouleverse sa vie. Ça bouleverse sa vie. Donc c'est quelque chose de très difficile à vivre. Et donc le rôle de la personne, du professionnel, mais ça va être, et ça fait aussi partie de ma mission, d'accompagner l'annonce du diagnostic, permettre aux patients d'exprimer, de parler. Donc, il y aura ce qu'on met en pratique, c'est l'écoute active qui permet aux patients de pouvoir libérer ses émotions, mettre des mots sur ce qu'il ressent. Et pour ça, il ne va pas le faire comme ça. Hein. Et c'est là où l'éducation thérapeutique vient en renfort, c'est-à-dire qu'il faudra créer le cadre qui lui permette de poser tout ça. Et donc, ça va être là un petit peu mon rôle, d'organiser ce cadre-là pour qu'il puisse justement, pour lui permettre effectivement de parler de ça et de voir un petit peu après qu'est-ce qu'on peut lui proposer, qu'est-ce qu'on peut mettre en place et surtout lui permettre un petit peu, lui donner des informations. Parfois, c'est pas le moment, donc on adapte un petit peu en fonction de la situation. Donc, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très difficile et donc le patient a besoin un petit peu de pouvoir parler de ça. Donc, de parler de ça, Yasmine, en plus à la maison, puisque vous y allez régulièrement tous les matins, donc répondre aux interrogations du patient, répondre à sa peur. Tout à fait, parce que l'acceptation de la maladie est très difficile et c'est là qu'entre en compte notre rôle d'éducation du patient dans son environnement et on doit justement lui apprendre à vivre avec sa maladie dans son environnement, son quotidien et lui expliquer que la vie n'est pas terminée et qu'il peut vivre avec son diabète. Limiter les risques, les complications pour vivre, comme disait Madame Cancel, le plus normalement possible, le plus longtemps possible. Voilà. Alors vous avez... Est-ce que je peux oui, bien sûr. compléter un petit peu par rapport à la question? Même quand on se dit préparé, même quand on sait, c'est toujours difficile à accepter. Oui. On se dit, waouh, c'est là, c'est bien là. C'est pas facile à accepter puisqu'il y a des changements, on doit s'adapter.
On doit, voilà. Donc, c'est jamais facile. Pour compléter ce que disait Madame Conseil, on a vu, c'est un petit peu ce que je mets en place, c'est-à-dire que dans son expérience, parce qu'elle a la double casquette, on va dire, et dans son expérience, elle a exprimé un petit peu ce que je fais dans ma posture un petit peu quand j'accompagne le patient, mais c'est en fait d'écouter. Elle a expliqué un petit peu comment ça s'est déroulé pour elle, malgré le fait qu'elle était préparée. Donc, elle nous a donné tout à l'heure toute la démarche qui s'est faite. Elle savait qu'il y avait des antécédents, elle savait qu'il y avait peut-être qu'il y avait une possibilité. Elle a mis en place des actions correctives. Et en fait, notre rôle à nous, justement, c'est de pouvoir aussi faire passer ce message aux diabétiques qui seraient un petit peu dans le même cadre que Madame Cancel, de leur dire que plus c'est pris tôt, ce qu'on appelle la phase de prédiabète, où on est encore souvent, les patients vous disent, mais il y a un moment, mon médecin m'avait dit qu'il fallait que je fasse attention au sucre. Et bien justement, cette phase-là, si on avait un petit peu mis des informations, sensibiliser le patient sur, je sors d'une famille diabétique, un peu comme ça s'est présenté pour Madame Cancel, il y aurait peut-être justement un petit peu les mêmes expériences qui se seraient reproduites. Donc là aussi, notre rôle, c'est de prévenir sur ces aspects de la maladie, l'aspect héréditaire, faire connaître aux patients les facteurs de risque de diabète pour un petit peu prévenir, ralentir l'évolution de la maladie dès le début. Donc, je voulais profiter de son expérience pour dire un petit peu là aussi où se situait mon rôle dans la prise en charge, aussi bien préventif quand on a l'opportunité et puis ensuite dans la continuité quand la maladie est là. Très bien, Yasmine. Donc, tout l'intérêt de rendre le patient acteur de sa maladie et l'éducation, apprendre, par exemple, prendre sa glycémie seule, l'éduquer, à lui apprendre comment faire, comment manger de manière équilibrée. Donc, tout ça fait partie du quotidien et de l'acceptation de la maladie, justement. Alors, vous savez que cette émission, nous la faisons avec nos téléspectateurs qui réagissent, qui posent leurs questions sur les réseaux et nous récupérons quelques questions. On ne peut pas toutes les poser parce qu'elles sont nombreuses, mais on arrive quand même à poser quelques-unes. Alors, on a Chlorique du Lamentin qui demande au docteur que faut-il manger, quel aliment il faut manger ou alors lesquels il ne faut surtout pas manger quand on est diabétique. Alors, je dirais, c'est une idée reçue qu'il existerait des aliments à ne surtout pas manger. Quand on est diabétique, on peut manger de tout. Simplement, c'est ça aussi l'objectif de l'éducation thérapeutique, c'est de comprendre comment les aliments influencent l'équilibre glycémique. Et une fois qu'on a compris un petit peu comment tel aliment va impacter ma glycémie, je peux mettre en œuvre des choses pour essayer de faire en sorte de retrouver l'équilibre. Donc, on a le droit de manger de tout. Et donc, je pense que quand il se dit est-ce qu'il y a des aliments qu'il ne faudrait surtout pas manger, le risque avec ce type de projection, j'allais dire, négative sur des aliments, c'est qu'en fait, on va peut-être qu'à un moment donné être frustré et peut-être à un moment donné dans sa vie rencontrer des difficultés, du stress, etc. Et précisément se jeter sur l'aliment qu'on s'était interdit pendant, avec efficacité peut-être, mais pendant des mois, parce que justement on ne s'est pas autorisé. Donc on a le droit, simplement c'est vrai qu'il y a des notions d'équilibre alimentaire, de connaître un petit peu comment les groupes d'aliments et comment est-ce qu'on peut les associer pour réussir à équilibrer les choses sans forcément s'interdire absolument certains aliments. Donc on peut manger de tout. C'est vrai qu'on dit souvent aux diabétiques manger des légumes parce que traditionnellement, c'est pas forcément dans nos habitudes, j'allais dire, d'alimentation traditionnelle que d'avoir des légumes à chaque repas. Donc ça, c'est un message qui est fort, qu'on peut effectivement redonner, mais pas d'interdit alimentaire, dans le sens où les interdits alimentaires
favorise ce qu'on appelle la restriction cognitive. Dans la tête, on se dit j'ai pas le droit, jusqu'au jour où on craque et on se précipite dessus. Donc il faut arriver à trouver l'équilibre. Alors on a Clarisse qui nous demande est-ce qu'il existe des infirmiers en éducation thérapeutique en libéral? Il en existe, puisque moi-même j'ai été formée avec des infirmières qui exercent dans le libéral. Par contre, la difficulté, c'est l'éducation thérapeutique. Elle est reconnue comme efficace, comme qui doit faire partie du parcours de soins du patient, mais pour autant, elle n'est pas comment dirais-je, elle n'est pas rémunérée, ce qui fait que la personne qui exerce au domicile a du mal à la mettre en place. Et puis ça demande aussi de s'accoler à une structure pour être en multidisciplinarité, ce qui n'est pas toujours évident. C'est la raison pour laquelle, justement, nous, on a un programme d'éducation thérapeutique dans le service et on essaie autant que se peut de favoriser cette collaboration avec les infirmiers qui sont un petit peu dans le libéral. Donc on a des anciens, ça fait un petit peu formule réseau pour l'instant, en attendant que les choses soient un petit peu plus... plus connu parce qu'il y a peut-être voilà. On en a, oui, il y a des donc infirmières. C'est ça, au niveau du réseau, donc on travaille donc pour revenir un petit peu sur cette notion d'éducation thérapeutique, toutes les infirmières font ce qu'on appelle de l'éducation. Voilà. Mais il faut faire vraiment la part des choses de ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique qui correspond vraiment à un programme structuré, multidisciplinaire, avec, qui est contraint par certaines autorisations, notamment de l'ARS et l'évaluation régulière. Et donc l'infirmier qui intervient dans un programme d'éducation thérapeutique peut le faire à l'hôpital et également en ambulatoire par le biais du réseau. Donc, on a des infirmiers libéraux qui coopèrent avec nous et qui sont amenés, avec une formation spécifique, comme l'a expliqué Madame Valmorin, à aller auprès de patients diabétiques pour faire soit ce qu'on appelle un bilan éducatif, donc qui est vraiment cette phase de compréhension des besoins du patient, ou soit également, en fonction de ce qu'ils ont envie de faire, animer également des ateliers d'éducation thérapeutique, seuls ou en binôme, avec un autre professionnel. Voilà. Donc oui, c'est aussi possible de faire de l'éducation thérapeutique en libéral, mais toujours, comme disait Madame Valmorin, dans le cadre d'un programme. Très bien. Et voilà, que ce soit structuré. Juste pour préciser qu'on a également à domicile, c'est pas de l'éducation thérapeutique au sens du terme, effectivement, quoi qu'on ait la possibilité d'avoir la formation d'éducation thérapeutique, mais on a ce qu'on appelle une séance de surveillance hebdomadaire, ça c'est important que je le dise, où on fait de une surveillance plus globale et plus longue du patient, où on prend le poids, etc. Et ça, ça rentre un petit peu dans le cadre de l'éducation. C'est du soutien. J'allais dire, c'est du soutien à l'autogestion. Voilà. Donc c'est pas de l'éducation thérapeutique. Voilà, pour préciser, puisque par rapport à l'éducation thérapeutique, il faut véritablement mettre l'accent sur une posture soignante qui va être particulière et qui va être aidante pour permettre aux patients l'acquisition de connaissances qu'il va intégrer et s'en servir pour pour mieux s'occuper de lui avec une meilleure qualité de vie. C'est vraiment ça le but. Et donc, par rapport à ça, je peux donner de l'information à un patient. On l'a fait en tant qu'infirmière. On a dit, on a redit. Et pour autant, le patient n'a pas eu l'air de comprendre. Donc, on se pose des questions pour savoir, pour autant, on lui a expliqué. C'est souvent ce qu'on entend. Je l'ai fait aussi au début. Donc, de se dire, mais je ne comprends pas, je lui ai expliqué. Et c'est là qu'on voit la limite de ce qu'on met en place et qu'on va plus loin à travers la formation d'éducation thérapeutique qui nous permet de comprendre comment le patient, les phases de changement, comment les aborder
comment permettre à un patient de s'intéresser à sa maladie. Et là, c'est toutes les techniques de communication, c'est le cadre qu'on va mettre en place pour lui permettre de s'exprimer, de dire comment il vit sa maladie. Et donc là, c'est une posture particulière, puisque généralement, dans la façon d'aborder les choses, c'est d'abord la maladie qui est mise qui est au centre. Et là, c'est l'inverse. On part du patient, comment il ressent sa maladie, qu'est-ce qu'il souhaite, qui est-il, qu'est-ce qu'il fait, et ensuite on va voir qu'est-ce qu'il veut mettre en place et comment on va le mettre en place. Donc c'est vraiment une démarche totalement un petit peu qui n'est pas tout à fait la même. Oui, c'est vrai. Madame Cancel, on arrive à la fin de l'émission. Hein. On m'a déjà fait signe, ça y est, c'est l'heure. Mais on a Marie-Georges qui nous dit qu'elle est elle-même infirmière retraitée, Oui. rentrée depuis 2 ans en Guadeloupe et qu'elle aimerait aider. Est-ce qu'elle pourrait vous contacter? Comment faire pour contacter l'association? Parce qu'elle voudrait se rapprocher de cette association. Mais c'est avec plaisir qu'elle sera reçue, parce qu'on a besoin de bénévoles, on a besoin de coups de main, c'est vrai. Donc, je vais lui donner un numéro de téléphone et pourra me contacter au 06 90 69 02 60. 69 02 60. Voilà, 69 02 60, si vous voulez joindre Madame Cancel, la présidente de l'Association des diabétiques de Guadeloupe. Docteur Adolphe, on avait une question, je vais y aller vite. On a Claire qui nous dit que son père est diabétique et que depuis quelque temps, il a les pieds qui enflent. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Alors, j'ai pas plus d'informations que ça, mais effectivement, une apparition récente de ce qu'on appelle des œdèmes au niveau des membres inférieurs, c'est quand même un signe qui doit au moins amener à faire une consultation rapidement chez le médecin traitant, hein, parce que ça peut être tout simplement un problème de circulation, auquel cas ce ne serait pas forcément grave ni urgent, mais ça peut aussi être autre chose, comme par exemple une insuffisance cardiaque, donc ça vaut le coup quand même de voir rapidement le médecin traitant. Et Mike qui demande qu'est-ce qui donne le diabète finalement? Mais on l'a dit, hein, donc on récapitule. Hein, beaucoup, on a insisté sur la prédisposition génétique, donc le fait d'avoir des diabétiques dans la famille, c'est un facteur de risque. Le deuxième facteur de risque très important et qui se développe beaucoup en ce moment, c'est l'obésité, qui fait qu'on se retrouve maintenant avec des personnes diabétiques de type 2 de plus en plus jeunes. Voilà, donc l'obésité, c'est vraiment un facteur important. Et puis la sédentarité, le fait de ne pas avoir d'activité physique du tout. Alors je ne parle pas de faire de sport, hein. L'activité physique, c'est bouger tout simplement, marcher, voilà, prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, voilà, prendre des moments où on met le corps en mouvement, le corps a besoin de mouvement. Et donc le fait d'être inactif, de passer beaucoup de temps assis, c'est un facteur de risque aussi d'apparition du diabète. Mesdames, merci. Nous avons dépassé un petit peu l'heure. Un petit mot de la fin pour chacune d'entre vous. On le rappelle, hein, le 14 novembre, c'est la journée mondiale du diabète. Hein. On fait un petit tour rapidement avant de se dire au revoir. Si vous avez un petit message à passer, c'est le moment. Docteur Adolphe? Ben voilà, donc encourager tous les patients diabétiques à garder le cap dans la gestion de cette maladie dont on a dit qu'elle n'est pas facile. Mais voilà, on est toujours optimiste puisqu'on est là. Vous n'êtes pas seul, vous pouvez avoir recours à ces différents programmes d'éducation thérapeutique qui existent et vous faire soutenir. Donc n'hésitez pas et puis voilà, on reste debout. Comme on dit, Madame Cancel. Alors notre slogan, vous n'êtes pas seul face au diabète, appelez l'association des diabétiques. Tout simplement. Et pour les appeler, 06 90 69 02 60. Est-ce que j'ai bien noté? Exact. Un petit mot de la fin, Yasmine. Alors Yasmine qui nous cache des choses, hein, parce que moi je vais vous dire, Yasmine est une jeune qui est vraiment au cœur de tout ce, au cœur de tout ce qui se passe en ce moment niveau santé, et elle est d'ailleurs nouvellement élue à l'ordre des infirmiers, et j'ai reçu cette information de notre président. Voilà. Donc Yasmine, un petit mot de la fin? J'encourage tous les diabétiques à continuer à se prendre en main
Et voilà, à tous les professionnels libéraux à monter en compétences et à se former en éducation, voire l'éducation thérapeutique et à travailler en collaboration avec le GIP-CRASPEG. Voilà. Madame Valmorin. Mais ce serait un petit peu la même conclusion, puisque le 14 novembre, c'est les infirmiers et le diabète. Donc, j'appelle tous les infirmiers à se former à l'éducation thérapeutique, parce que l'enjeu futur, c'est justement, va peut-être reposer sur eux, parce que les médecins, il y en aura peu. Donc, ça va beaucoup dépendre d'eux, de leur capacité à prendre en charge les patients, mais surtout à les aider à se prendre en charge, parce qu'on ne pourra pas tout faire pour eux. Donc, il faudra bien qu'ils s'occupent d'eux. Et j'invite les patients diabétiques à participer au programme d'éducation. Ça va les aider à mieux se prendre en charge et améliorer leur qualité de vie surtout. Mieux comprendre sa maladie, c'est mieux la prendre en charge. Merci beaucoup, mesdames. Merci d'avoir répondu à cette invitation ce soir. Merci à Kevin qui a réalisé cette émission. Merci aussi à Erika qui est la chargée de communication du GIP-CRASPEG. Vraiment quelqu'un de formidable. On lui fait de gros bisous. Et puis, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous suivre chaque jeudi de 20h à 21h pour votre émission santé. Je vous embrasse bien fort et nous caprons mot pour jeudi prochain, 20h, 21h, sur Japonais.